Ezei est heureux de vous présenter Du Verbe à l'Action. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission préférée. Vous nous le dites de plus en plus, vous adorez Du Verbe à l'Action. Voilà pourquoi nous sommes ravis, enchantés de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous avec encore une fois des invités prestigieux pour établir des passerelles entre le monde de l'entreprise et le monde artistique ou le monde de la littérature. Nous sommes très honorés de recevoir Valérie Bochenek et Jean-Louis Debré aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel, ministre de l'Intérieur. Valérie Bochenek, comédienne, metteur en scène. Je prononce au masculin, mais on aura peut-être un petit débat sur la définition et sur l'orthographe des mots. Mime également. Et vous êtes là pour cet ouvrage, en coulisses, aux éditions Plomb, côté politique, côté théâtre, et qui est tiré d'une pièce de théâtre qui a eu énormément de succès et qui évoque les femmes qui ont réveillé la France. On en parle dans quelques instants. Avec nous également, Benoît Crouzatier. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président de CEIS, qui optimise l'environnement du travail, et là, chef d'entreprise, donc c'est très intéressant par rapport à la thématique qui nous occupe aujourd'hui. Quelle est la place des femmes? Quelle est la place de la femme dans l'entreprise et dans notre société? C'est un grand débat, effectivement. Peut-être qu'on n'aura pas toutes les réponses aujourd'hui, mais je commence par vous, Valérie Bochenek. Est-ce que vous avez l'impression que dans le monde en général, dans notre société, et à travers votre ouvrage également, les femmes ont obtenu une forme de parité et ont réussi à se faire une place solide dans notre société aujourd'hui? Je pense qu'il y a une grande évolution et qu'effectivement, tant qu'on se posera encore la question, on n'aura donc pas tout à fait abouti. Mais on est proche, en tout cas, dans de nombreuses entreprises, d'avoir cette parité. Il faut maintenant, c'est une sorte de pyramide, il faut que les femmes aient aussi la possibilité, effectivement, d'être à la tête de cette pyramide. C'est les petites choses, ça, et puis je crois l'égalité au niveau des salaires. C'est un petit peu des choses qui restent, on va dire, à travailler. Peut-on considérer, Jean-Louis Debré, que les femmes sont plus compétentes que les hommes? Voilà pourquoi il faudrait peut-être obtenir cette parité, voire peut-être dépasser les hommes et devenir féministe, Jean-Louis Debré. Je pense qu'à partir du moment où on pose la question, c'est que la parité, elle n'est pas là. Il y a les textes et il y a la pratique et l'ambiance. Les textes, oui, on a beaucoup évolué dans la législation de l'égalité homme-femme. Là où on a moins évolué, mais c'est plus lent, c'est dans les mentalités. Car il y a toujours un peu de suspicion le problème ne se posera plus lorsque vous nous inviterez et que vous poserez un autre sujet. Ça sera le cas. Ça sera le cas. Le fait aujourd'hui de s'interroger montre que tout n'est pas réglé et qu'il y a encore à faire évoluer les mentalités, les réflexes des uns et des autres. Ouais. Juste une remarque. Volontiers. J'adore qu'on me présente en disant que j'ai fait la politique, mais j'ai commencé par être magistrat. Je veux dire ça, pourquoi c'est important pour moi? Parce que je pense qu'il serait bon aujourd'hui, comme pour la place des femmes, de réfléchir pour, lorsqu'on s'engage en politique, de ne s'engager qu'après avoir eu un métier. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais vous pensez à quelqu'un en particulier ou... Non, je parle. Il y a longtemps que je ne pense plus, monsieur. D'accord, très bien. Non, mais je me suis permis de vous poser la question parce que moi, ça m'a fait penser à quelqu'un. Donc voilà pourquoi je me disais peut-être qu'il y avait un message subliminal. Benoît Crouzatier, on en revient à notre sujet. Est-ce que vous, dans votre entreprise, vous êtes sensible à ce qu'on pourrait appeler, non pas la cause des femmes, mais cette parité, cette égalité dont on parle, et justement utiliser la performance et la compétence des femmes? Tout à fait. Chez ZIS, en fait, on est extrêmement sensible à ces sujets. Déjà, moi, je suis parti de la génération qui a vécu toutes ces mutations. C'est-à-dire que quand je commençais à travailler dans les années 2000, on commençait péniblement à parler de la place de la femme dans l'entreprise, de parité, et bien évidemment, tout le monde trouvait ça absolument stupide, mais pourquoi faut-il qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, etc., etc. Et j'ai vu vraiment les mentalités évoluer. Je pense que moi-même,
à titre personnel, j'ai évolué avec ça. C'était plutôt intéressant. Et petit à petit, donc, on a intégré ça dans nos mœurs. Et aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose de moins en moins. On est plutôt, nous, très sensibles à quelques indicateurs qui permettent de savoir où on se situe par rapport aux autres entreprises. On parlait de l'égalité des salaires. Donc ça, il y a le fameux index réglementaire que nous, on regarde chaque année, sur lequel on est noté 94 sur 100 cette année. Donc on fait partie des 1% des entreprises les mieux notées en France. Mais comme on le disait, tant qu'on le regarde, c'est qu'il y a quand même un problème, sinon on ne le regarderait plus. Voilà, et réfléchir à pourquoi ça reste un problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer, pourquoi... c'est horrible quand on dit ça, mais on se pose encore la question de une femme, si elle est jeune, qu'elle est belle et qu'elle est intelligente, on se dit un jour elle sera enceinte. Hein, c'est absolument idiot. Il y a encore des comportements sexistes, ou en tout cas des réactions sexistes. Des comportements, on le voit autour de nous, et nous, on lutte contre. Voilà. Et après, est-ce que la femme apporte quelque chose de différent Oui, non, en fait, on reste des êtres humains, donc... Oui. Vous ne faites pas la différence, on apporte tous un truc différent, quoi. Que ce soit un homme ou une femme, j'ai envie de rebriller la compétence. L'être humain n'est pas standardisé. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un être humain, ils sont tous... Chaque être humain a sa personnalité, ses caractères, son héritage. Et donc, arrêtons de faire des généralités. La femme, non. Il y a... la société aura évolué lorsque le chef d'entreprise ou embauchera quelqu'un sans se préoccuper de savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. Encore une fois, il n'y a pas un type d'homme et un type de femme. Ouais. Et c'est ça la force de la nature humaine, c'est que chaque personne a une personnalité et il est, pour le chef d'entreprise, je ne suis pas chef d'entreprise, nécessaire d'adapter la personnalité qu'il recrute à l'emploi qu'il va lui proposer. C'est ça l'important. Et donc, moi, je suis très, très gêné quand on dit on va parler des femmes. Non, parlons comment arriver à une société mieux équilibrée, bien équilibrée, où chacun a sa place, son rôle, et qu'on ne fait plus de distinction. Bien sûr. Pourtant, Valérie Bochneck, il y a des femmes qui ont réveillé la France. C'est l'intitulé de votre spectacle, de votre pièce de théâtre, qui inspire donc aussi ce livre en coulisses aux éditions Plomb, côté politique, côté théâtre. Qui sont ces femmes et qu'est-ce qui a motivé la démarche artistique d'abord pour parler des femmes notamment, bien sûr, il n'y a pas que ça dans le spectacle, mais pour parler des femmes notamment sur scène. Ce qui nous a motivés, c'est que effectivement, la plupart du temps, l'histoire est écrite par les hommes. Donc, et les hommes parlent des hommes en général. Et donc là, on a retrouvé, après la Révolution, les pionnières et les premières. Et on a voulu les faire connaître, souvent les oubliés de l'histoire. Et donc, on en a d'abord parlé dans un livre. Ensuite, on a fait des conférences. Et là, quel était l'intérêt d'en faire une pièce de théâtre? C'est qu'on touche de manière très différente. C'est-à-dire que d'abord de 7 à 97 ans même. Et non, mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir par exemple une petite fille ou un garçon de 8 ans qui viennent et qui découvrent voilà, toutes les problématiques qu'ont eu les femmes pour simplement avoir un métier. Ça, ils n'imaginent même pas. Et donc ça, le théâtre, c'est ici et maintenant, et ça c'est d'une force extraordinaire, où on peut toucher d'une autre manière le public. Et quel que soit ce public. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est on aiguise la curiosité. Et du coup, souvent, soit les gens se disent, mais on ne savait pas tout ça. Et donc, ils se plongent dans l'histoire, ils vont relire, ils vont découvrir d'autres femmes. Et donc, c'est pour ça, le théâtre est un lieu où on peut encore échanger en direct. Et ça, c'est formidable. Et la scène théâtrale pourrait être apparentée à la scène d'un lieu, d'une entreprise, de votre entreprise, du siège. On pourrait jouer avec cette métaphore, peut-être pour lutter avec cette société, Benoît Crouzatier, qui est encore très masculine, je ne vais pas dire machiste, mais qui est encore très masculine. Là, je fais une petite digression, bien sûr. volontairement, mais j'aime bien l'idée de la transmission-éducation, hein, en fait. Transmettre le savoir, transmettre ce qui a été fait avant, pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là. L'éducation, donner l'envie de découvrir, d'apprendre. Et ça, en entreprise, c'est quelque chose qui est important aussi, puisqu'on développe des académies là-dessus, pour transmettre les savoirs. En fait, il y a les savoirs académiques,
Et ensuite, si on prend, j'en sais rien, moi, un opérateur technicien, il y a tout ce qu'il n'aura pas appris à l'école, qu'il aura appris sur le terrain. Et ça, c'est des choses, on appelle ça le knowledge management en entreprise, mais c'est des choses extrêmement importantes parce que si on les perd, on perd de la valeur dans notre entreprise. Voilà. Et donc, il ne faut jamais oublier ce qui a été fait avant, là où on en est et puis là où on va. Et c'était ça qui était assez prenant dans le bouquin, c'était vraiment cette idée de transmission, de n'oubliez pas ce qui a été fait, n'oubliez pas les sacrifices. Oui, parce que ces sacrifices aujourd'hui, on se rend compte que dans certains métiers, dans certains pays, le droit des femmes est en danger. Car la transmission est indispensable, Jean-Louis Debré. Ce que je voudrais dire, c'est que quand aujourd'hui, dans ce monde où on ne croit plus en rien, je crois que c'est la finalité de ce livre. Je souhaiterais que dans toutes les écoles, il y ait des cours de théâtre, pour 2 raisons. D'abord parce que le cours de théâtre, faire partie d'une troupe, il y a une équipe qui se met en place. Il y a une solidarité. Si vous êtes sur l'estrade, que vous parlez dans votre pièce et que vous avez raté la réplique, et donc le théâtre montre que nous sommes tous solidaires les uns les autres. La réussite, elle ne vient pas d'une personne, elle vient du collectif. Et aujourd'hui, on a perdu cette notion de collectif. Revenons au théâtre. Deuxièmement, dans le théâtre, il y a cette nécessité d'aller chercher les gens, de les faire venir vers vous pour les intéresser. C'est très différent du discours politique. Le discours politique, le politique, il fait un discours devant des femmes et des hommes qui sont des sympathisants, des militants, qui sont là pour valoriser l'orateur et non pas pour écouter ce que le politique dit. Au théâtre, les hommes et les femmes qui viennent ont payé leur place, ils viennent pour apprendre, pour se divertir, et l'acteur, lorsqu'on est sur l'estrade, sur la scène, doit aller chercher son public, le prendre par la main et le faire venir vers lui et le faire rire, le distraire. Et donc, derrière le théâtre, il y a aussi un regard vers les autres. Dans ce pays ou dans cette société où c'est l'individualisme, on se fout des autres, eh bien, l'école du théâtre est une école qui vous apprend à regarder les autres dans les yeux. Venez avec moi, venez sur le théâtre, venez, on va rire ensemble, on va partager. Et donc je milite pour que dans toutes les écoles, il y ait des petites troupes de théâtre qui se créent pour permettre aux jeunes de retrouver la solidarité. Si je suis bon au théâtre, c'est parce que ma partenaire a été bon et m'a donné la parole au moment où on va découvrir la solidarité. Eh bien, je crois beaucoup dans ce monde qui est le nôtre, à cette solidarité qu'il faut retrouver grâce au théâtre. C'est un travail d'équipe, pardon. Bien sûr, oui, bien sûr. La réplique entre les partenaires, les comédiens, le respect du texte et l'interprétation, évidemment, la forme. Ce militantisme dont parle Jean-Louis Debré et ces cours de théâtre obligatoires, pourquoi pas dans l'éducation, on pourrait l'adapter aussi au monde de l'entreprise, non pas monter toujours des pièces de théâtre ou des cours de théâtre, mais vous évoquiez la transmission tout à l'heure, Benoît Crouzati. C'est de la transmission, tout simplement, par ce que vous faites pour les femmes, pour la formation, si j'ai bien compris, pour vos collaborateurs. C'est une forme de transmission du savoir. Exactement. Pour une meilleure performance et une meilleure interprétation. C'est presque des cours de théâtre aussi au travers de nos académies, puisque nos collaborateurs ont besoin de savoir, de pouvoir s'exprimer avec leurs collègues, de pouvoir s'exprimer avec leurs managers et de pouvoir s'exprimer avec leurs clients. Et s'exprimer, c'est pas quelque chose qui est inné pour tout le monde. Donc si, on a ce qui pourrait s'apparenter à, dans nos entreprises, en tout cas chez moi... Un travail sur l'oralité, en fait. Un travail sur l'oralité, exactement, qui est réalisé sur une durée de 2 jours complets, en 4 sessions de demi-journée, puis sinon ça devient trop long. Une partie très théorique parce qu'il y a du par cœur. Moi, je reste persuadé que au début, quand on veut se concentrer sur la façon qu'on peut avoir de bouger, de s'exprimer par le corps, il ne faut pas chercher ces mots. Donc si on cherche ces mots, on ne se concentre pas sur le reste. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Ça peut paraître simple parce qu'on vient tous là, ici, d'environnements où
A priori, on a fait des études, mais moi je m'adresse à des gens qui parfois n'ont pas le bac, parfois ont des difficultés à lire, parfois ont des difficultés à écrire, à s'exprimer également. Et c'est extrêmement important pour eux. Alors c'est pas extrêmement important seulement pour le milieu professionnel. Ils en retirent quelque chose, comme le disait Monsieur Debré, dans leur vie de tous les jours et dans leur vie personnelle. Ils sont fiers de rentrer avec ce bagage chez eux et de pouvoir s'exprimer en famille auprès de leur épouse ou époux, auprès de leurs enfants, filles ou garçons, et de pouvoir montrer ce qu'ils ont appris au travers de leur entreprise. Ça, c'est une vraie fierté. La transmission, la transmission. Encore c'est une de la fois, c'est sans doute le mot-clé de notre émission aujourd'hui pour un meilleur développement personnel. J'ajoute que pour la mémoire, c'est essentiel. La mémoire est un muscle. Si vous ne travaillez pas ce muscle, vous perdez la mémoire. Or, le théâtre vous permet de cultiver votre mémoire et d'entraîner votre muscle. Et là aussi, je pense qu'il est essentiel d'apprendre à nos enfants, à nos adolescents, aux entreprises, une raison d'espérer. Et cette raison d'espérer, c'est le théâtre, c'est la poésie. Et je sais bien qu'on est dans une société extrêmement à faire des mathématiques, de la chimie, etc. Mais commençons par faire des honnêtes hommes et des honnêtes femmes, des hommes et des femmes qui sont heureux de vivre dans la société. On construit une société où, progressivement, on fait disparaître toute la culture. Nous jouons au théâtre avec Valérie et nous allons dans toutes les villes moyennes. Je suis fasciné du fait qu'il n'y a plus de culture. Et maintenant, les gens sont... Regardez les jeunes. Ils sont sur leurs ordinateurs, sur leurs portables, ils n'échangent plus, ils ne rêvent plus ensemble. Eh bien, le théâtre, la poésie, c'est le rêve ensemble pour une société meilleure. Dans une société aujourd'hui, en fait, qui est ancrée dans la technologie et dans les réseaux sociaux, c'est à cela que vous faisiez allusion, évidemment. Pour la place des femmes, j'aimerais qu'on y revienne parce que c'est notre sujet central. Valérie Bochneck, est-ce que vous pourriez nous citer au moins un exemple d'une femme, d'une personnalité qui vous a marqué, qui figure dans votre ouvrage et qui aurait valeur d'exemple pour notre émission aujourd'hui? Alors, moi j'aime beaucoup le personnage de Marguerite Boucicaut parce qu'on imagine, c'est une femme qui gardait des oies, qui vivait dans une masure. Donc là, on peut pas un portrait aussi, enfin pas catastrophique, mais difficile. Et puis elle va monter à Paris et avec son envie de réussir, en tenant d'abord des petits bouillons, elle va faire des économies, rencontrer son futur mari et créer un empire, l'empire du bon marché. Et c'est surtout les grands magasins d'aujourd'hui avec tous ces slogans qu'on connaît, satisfait ou remboursé, le mois du blanc. Et puis aussi, elle va jamais oublier d'où elle vient. C'est-à-dire que c'est ce milieu défavorisé dont elle venait, et elle va créer des choses pour qu'il y ait des mesures sociales pour que les hommes et les femmes qui travaillent dans leur entreprise puissent après une caisse de prévoyance. Ils vont révolutionner le rapport patron-ouvrier. Employé. Oui. Et ça, je trouve, c'est extraordinaire. Et c'est un des portraits qui surprend le plus parce qu'on ne connaît pas l'histoire de Marguerite. Et puis bon, c'est vrai qu'on en fait plein de petits clins d'œil avec l'actualité d'aujourd'hui. Travailler plus pour gagner plus. C'est Boucicaut, ça aussi? Non, mais bon, ça fait ça. J'ai l'impression que c'était un peu plus contemporain, vous voyez. Donc, mais c'est ça qui est drôle, c'est que justement, c'est jouer avec l'actualité qui est très riche. Et puis, le quoi qu'il en coûte, par exemple. Puisque, voilà, on s'amuse à ça. Les fameuses punchlines qui sont aujourd'hui de notre temps. Pourriez-vous, Jean-Louis Debré, nous rappeler peut-être l'exemple de la première femme avocate? On en a parlé un tout petit peu avant l'émission. J'aimerais que vous le précisiez à nos téléspectateurs. Oui, c'est Jeanne Chauvin. C'est une femme qui veut devenir avocat. Et lorsqu'elle rentre dans la première chambre civile de la Cour d'appel de Paris pour prêter serment, le bâtonnier dit « Madame, la justice est quelque chose de sérieux. Et donc, vous ne serez pas avocate. » Alors elle se tourne vers l'avocat général. Elle dit « Monsieur l'avocat général, acceptez que je prête serment directement devant la Cour et recevez mon serment. » Et je fais vite. L'avocat général dit « Madame, vous ne serez jamais avocate. » Et pourquoi? Pourquoi, monsieur l'avocat général? Bah oui. Pourquoi? Parce que pour être avocat, il faut avoir accès au raisonnement juridique.
Et les femmes n'ont pas accès au raisonnement juridique. Et si jamais vous gagnez votre procès, on dira que c'est à cause de vos charmes, plutôt que vos arguments juridiques. Et cette femme, ce qui est extraordinaire, Jeanne Chauvin, c'est qu'elle ne renonce pas. Elle va se battre, elle va trouver un député, René Viviani, qui va déposer une proposition de loi à la Chambre des députés. Et je fais vite, mais quand le débat s'engage, il y a un député, M. Massobo, député de la Belle-Langue, et il monte à la tribune et il dit « Madame, vous ne serez jamais avocate. Et si vous permettez aux femmes de devenir avocates, eh ben, c'est la fin du capitalisme. » Pourquoi? Parce qu'une femme qui travaille est une femme qui préférera l'union libre au mariage. Sans mariage, il n'y a pas d'héritage. Sans héritage, il n'y a pas d'héritier. Sans héritier, eh ben, tous les biens viennent à l'État. Et donc, permettre aux femmes de travailler et de devenir avocats, c'est le triomphe du collectivisme. Vous pouvez retrouver ça. Quelle démonstration. Ça, c'est un extrait de la pièce. Oui, c'est un extrait de la pièce, mais c'est une démonstration vraiment patente. Dans cette pièce que nous jouons, ces femmes, tout ce que nous disons, c'est à la suite des recherches que nous avons faites dans le journal officiel. Nous n'inventons rien. Pour la femme médecin, par exemple, c'est terrible. À l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas la télévision, et il y a un c'est-à-dire que notre société est fondée sur un certain nombre de valeurs chrétiennes. Chacun a son rôle. Le mari a le rôle de la représentation, le femme, le rôle de la famille. Et on le tient. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que lorsque quelqu'un comme Léon Blum, député, dépose 2 propositions de loi pour permettre aux femmes de voter, lorsqu'il arrive au pouvoir, on lui dit non, arrête tes conneries. Tu n'as pas donné le droit de vote aux femmes. Et Léon Blum dit pourquoi? Mais parce que toute la société est dans les mains de l'Église catholique. L'Église catholique n'est pas républicaine. Et si tu donnes le droit de vote aux femmes, eh bien c'est la fin de la République. Et ça va marquer très profondément. Alors heureusement, entre guillemets, qu'il y a la guerre de 14 et qu'il y a la Seconde Guerre mondiale, car les femmes vont être exceptionnelles. Pendant la guerre de 14, c'est elles qui vont faire vivre la France, puisque tous les hommes sont partis au combat dans les tranchées. Et en 1900, pour la Seconde Guerre mondiale, les femmes résistantes sont exceptionnelles. Et donc là, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a plus de raison de ne pas donner le droit de vote aux femmes. Mais on va voir que les hommes, lors de l'expression de ce droit de vote, ne vont pas voter pour des femmes, ils vont voter pour des hommes. Et il faudra progressivement un certain nombre de mesures pour imposer des quotas pour arriver à une parité. Il y a une évolution notable, en tout cas, notamment dans le monde du travail et de l'entreprise. Benoît Crouzatier, il y a de plus en plus de femmes qui occupent votre poste, je veux dire pas chez SCIS, hein, mais dans d'autres grandes entreprises, ce n'était pas, pardonnez-moi, ce n'était pas le cas il y a encore 30 ans, quoi. Non, c'était pas alors le cas. Alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui accèdent à des postes extrêmement quand on voit Solvay, le chimiste belge, ou plus proche de nous, Angie, avec Madame MacGregor, quand même des femmes absolument brillantes qui sont dynamiques, transforment leur entreprise, les mettent sur les voies du succès. Donc ça bouge. Oui, c'est ça. Ça bouge fort, ça bouge vite. Ça bouge jamais assez vite, mais il faut, comme je le disais en introduction, moi je commençais à travailler en 2001. Les quotas de la parité arrivaient à peine, tout le monde pensait que c'était une bêtise. Aujourd'hui, plus personne ne se pose la question. Donc, en fait, en 20 ans, il y a quand même un immense chemin qui a été parcouru. Je ne remets pas en question le chemin des 100 années d'avant qui ont préparé ces 20 dernières années. Mais là, il y a une vraie accélération. Moi, je pense qu'heureusement qu'on fait cette émission-là, parce que dans 10 ans, on ne l'aurait pas faite. Bien sûr. Est-ce que cette parité, elle existe aussi au sein de votre entreprise, c'est-à-dire en termes de nombre? Non, on ne se pose aucune question. Vous ne posez pas la question d'un respect comptable de ce genre de choses? Absolument pas. Je pense que c'est la meilleure des choses. Et on a des services où il y a beaucoup plus de femmes, d'autres services il y a beaucoup plus d'hommes, il y a d'autres services où il y a une parité en matière de quotas qui est parfaite. Enfin, il n'y a pas de quota, justement, en l'occurrence. Je vais poser la question à nos 3 invités, mais je commence par vous, Benoît Crouzatier. Faut-il être, pour une société respectable et qu'une entreprise soit aussi digne de ce nom, faut-il être féministe aujourd'hui? Je ne l'attendais pas, celle-là. Oui.
féministe, non. Enfin, moi, tout dépend de la définition. Oui, j'associe ça en fait, j'associe ça à un extrême, et j'ai toujours considéré que les extrêmes étaient mauvais. Voilà, je me méfie toujours des extrêmes, à la fois dans le bon comme dans le mauvais. Faut-il être féministe? Non, mais il faut vivre avec son temps. Il faut, je pense, arrêter de se poser des questions. En tout cas, moi, je me pose absolument aucune question. Est-ce que c'est une femme, un homme? Je prends une compétence, un état d'esprit pour réaliser une mission, et la personne que je sélectionne est, au moment où je le fais, je pense, la meilleure personne pour réaliser cette mission. Point. Pas d'autre. Évidemment. Valérie Boschneck, est-ce que vous êtes féministe, vous, en tant que femme? Alors, je suis féministe si on prend le courant dont on parle et qui a fait en sorte, qui défend le fait que, effectivement, les hommes et les femmes en droit sont égaux. Là, je suis féministe. Et après, pour le reste, ce sont d'autres considérations. Et je préfère, voilà, moi je préfère rester dans cette ligne et combattre justement ces inégalités-là. Mais après, bon, voilà, je me retrouve pas forcément dans certains courants actuels de nier l'homme, enfin la différence entre l'homme et la femme. Oui. Je pense profondément que l'homme et la femme sont... mais je suis 1000 fois d'accord. C'est exactement ça. Ouais. La question vous a été posée aussi, Jean-Louis Debré. Vous l'écrivez dans cet ouvrage. On vous a demandé si vous étiez, vous, alors que vous étiez en activité politique. Je me méfie de toujours ces mots qu'on ne définit pas. Car il y a autant de féministes que de définitions. De définitions que de féministes. D'interprétation. Moi, je suis républicain. Et j'aime la République. Et la République, elle est fondée sur l'égalité entre l'homme et la femme. Voilà, je ne suis pas féministe, du moins tant qu'on ne m'aura pas défini. Je suis républicain. Je crois qu'il y a deux êtres humains qui sont différents, mais qui ont les mêmes potentialités, la même intelligence, les mêmes réflexes, et que la société doit faire en sorte que ces deux êtres humains aient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Est-ce que la société, je prolonge votre propos, Jean-Louis Debré, n'est pas en train de devenir féministe justement, avec l'installation de l'écriture inclusive, de féminiser certains termes, auteur, autrice, metteur en scène... On est en train... moi, je suis... contre tous ces excès d'un côté ou de l'autre. La société, je suis pour qu'on parle, je suis pour qu'on féminise les mots, parce que la féminisation des mots permet de se rendre compte de la place de la femme dans la société. Quand vous parlez d'un auteur, d'une autrice, bon. Mais voilà, les mêmes droits, les mêmes potentialités, la même place. Et arrêtons après de chercher des trucs, des machins, des trucs, telle écriture, le workisme. Arrêtons. Comment vous dites, vous? Madame le maire, Madame la maire, Madame le Premier ministre, Madame la Première ministre? Madame la Première ministre, Madame la maire, Madame la journaliste, Madame la présidente. Oui, et alors, et en quoi c'est choquant? Vous dites bien Monsieur le Président. Eh bien, Madame la Présidente. Ça vous choque? Pas du tout. Non, mais je vous pose la question parce que c'est un vrai débat de société aujourd'hui. On me pose la question, ça vous choque pas de dire Madame la maire? Non, mais pourquoi? Je dis bien Monsieur le maire. Arrêtons. Est-ce que vous êtes attentif à ce genre de choses, Benoît Crouzetier, ou pour vous c'est superficiel, superflu? Pas du tout. Superflu, superficiel. Ouais. Madame la Présidente, je l'aurais dit assez naturellement. Voilà. Ouais. Non, on ne se pose aucune question là-dessus. Ouais. Et vous, Valérie Boschneck, vous voulez quand on parle de vous, vous préférez qu'on dise auteur, autrice, metteur en scène, metteuse en scène oui, non mais c'est un vrai, c'est une niche, mais un vrai débat, autour de notre thématique. Qui de toute façon reste ouvert, parce que je crois qu'entre chaque personne ou chaque personnalité a envie qu'on dise un auteur, une auteure, une autrice ou une écrivaine ou un écrivain. Donc à chaque personne, il y a une réponse différente. Pour ma part, Marguerite Yourcenar voulait qu'on dise une auteure ou un auteur, mais elle ne voulait pas auteureux. Bon, voilà. C'est quand Votre même question est fantastique parce que vous n'êtes pas choqué quand on parle d'un comédien à une comédienne. Non, alors, un auteur, une autrice.
un président, une présidente. La comédienne, on le dit depuis très longtemps. Bien sûr, depuis toujours. Depuis toujours. Autrice, on le dit aussi depuis très longtemps. Pourquoi on le dit on dit pas pour le reste? Et après, on a une cuisinière. Une cuisinière, c'est pas forcément. Non, mais ça, une cuisinière, c'est plutôt un objet que la femme. Une actrice. Oui, mais non, mais bien sûr, chaque terme en général, son masculin, son féminin, mais dans l'utilisation du langage courant... Il y a des usages, c'est vrai, où effectivement la sonorité du mot fonctionne plus ou moins bien. Et c'est pour ça que ça fait débat. Ouais. Avez-vous le sentiment que dans le monde de l'entreprise, la femme est l'avenir de l'homme? Non. Non, et inversement non plus. Mais non, je pense que encore une fois, dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. Il y a des collaborateurs, des collaboratrices, hommes et femmes, qui œuvrent pour un objectif qui doit être le même, qui doit être partagé. Ça peut être, alors il y a des objectifs financiers, des objectifs, ce que moi j'appelle les missions, qui sont tous les objectifs extra-financiers, qui doivent être partagés par tous. Tout le monde va dans la même direction, peu importe que ce soit des hommes, des femmes, ce qu'on veut. On dit en ce moment qu'il n'y a plus de genre. Oui. Il ne faut pas sexualiser des bandes, des chaises. Les collaborateurs, absolument. Mais on doit faire attention aujourd'hui, vous en conviendrez Jean-Louis Debré, aujourd'hui il faut faire attention à ce que l'on dit, surtout quand on s'adresse à une femme. Oui, quand on s'adresse même à un homme. Aujourd'hui, il y a une sorte de respect qu'on doit avoir, et si la société va mal, c'est qu'on a fait disparaître toute cette notion de respect. C'est le respect de l'être humain. Bon, mais... méfiez-vous aussi de ces phrases « la femme est l'avenir de l'homme ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Arrêtons d'utiliser des phrases qui sont des trucs... Un joli texte. Quoi? C'est issu d'un joli texte, tout de même. Oui, c'est possible, mais ça veut rien dire. Nous sommes tous égaux. Et nous devons construire ensemble une société où chacun trouve sa place. Il y a beaucoup de gens qui manifestent, en tout cas, et notamment des femmes, pour parler de sororité plutôt que de fraternité, notamment. Voilà pourquoi le débat reste entier. Je vous laisse le mot de la conclusion. Je crois que vous vouliez réagir à ce qui a été dit. Je voulais réagir à ce qui a été dit. C'est que je pense que tant qu'on accorde de l'importance à ces sujets, on les met en valeur. Et c'est des sujets qui ne méritent pas d'être mis en valeur, donc faut les balayer d'un revers de main. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... l'histoire du non-genré, toutes ces choses-là, c'est pas des sujets qui, je crois, nous intéressent. En tout cas, intéressent peut-être un tout petit nombre. Et bon, plus on leur porte d'attention, plus finalement, il y a un impact qui soit positif ou négatif. Donc autant ne pas porter d'attention, il n'y aura pas d'impact. Ils sont souvent dans la lumière médiatique, voilà pourquoi cela peut nous heurter. Merci d'avoir participé à cette émission. C'était un très très bon moment, encore une fois, un très bon numéro du verbe à l'action. Merci infiniment. Merci. Je rappelle évidemment à celles et ceux qui nous regardent ou qui revisionnent cette émission, cet ouvrage que je vous recommande en coulisses, côté politique, côté théâtre, Jean-Louis Debré, Valérie Bochnek aux éditions Plomb. Et puis le spectacle, évidemment, avec ces femmes qui ont réveillé la France. Comme quoi, vous voyez, les femmes font de très très belles choses. Merci infiniment. Merci. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission préférée, ici même. Au revoir. Esis a été heureux de vous présenter du verbe à l'action.